Bienvenue dans Le Sens de l'Assiette, le podcast qui donne du sens à l'alimentation des Hauts-de-France. Aujourd'hui, je reçois François Évrard. Issu d'une famille de bouchers depuis 2 générations, François Évrard est un passionné du beau et du bon produit. Diplômé de l'école de cuisine Ferrandi à Paris et après un passage dans divers établissements réputés de la capitale, c'est en 1988 qu'il décide de revenir dans le Nord. Puis en 1997, il ouvre sa première boutique à Marchiennes avant de s'installer en 2005 rue Léon Gambetta à Lille. En 2015, il crée sa propre marque François Évrard Viande de collection pour asseoir sa démarche centrée sur la qualité des produits. Il prône la consommation raisonnée de viande en privilégiant la qualité, moins mais mieux. Bonjour François Évrard, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast Le Sens de l'Assiette proposé par Alimentaire. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on a mangé quoi hier soir chez François Évrard ? C'était pas très original, j'étais invité à un cocktail hier soir, donc j'ai mangé des petits amuse-bouches. Voilà, tout simplement. Merci pour votre transparence. Et du coup, si on reste dans votre cuisine, on décale la mise en bouche dans votre cuisine, c'est quoi l'ingrédient principal dans votre cuisine ? J'ai vu mon métier et mes origines, et puis ma passion, c'est la viande. La viande. Et si j'extrapole au dimanche midi, on a un plat... Alors, le dimanche midi, le repas traditionnel chez Évrard, c'est le rôti de bœuf. Tout simplement avec des petites pommes de terre sautées. En fonction de la saison, on va mettre des endives ou en ce moment des petites tomates provençales ou autres. Mais c'est quand même le rôti de bœuf. Ok, super. Et parfois le poulet rôti, mais quand même... poulet rôti. Le poulet rôti, c'est plus occasionnel, mais le rôti de bœuf. Si vous deviez parler de la richesse culinaire des Hauts-de-France, qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en avant au-delà de la viande, peut-être, est-ce qu'il y a des choses particulièrement que vous auriez envie de... Au-delà de la viande... On a tous les légumes de la région, la pomme de terre qui est quand même un incontournable de la région, mais sinon la production d'endives en saison est aussi un produit régional. Donc oui, en produit de légumes, il y a énormément de légumes dans la région, et notamment la pomme de terre qui est quand même l'ingrédient principal de beaucoup de plats chez nous. Et d'ailleurs, je pense que par rapport à votre activité principale, je rappelle, même si on l'a bien déjà détaillé, vous êtes boucher, vous avez 2 boucheries sur l'île. Vous êtes également traiteur. Par rapport à ça, est-ce que vous parliez donc des légumes par contre, en viande, on est un peu pauvre sur la région en termes de production. En production de viande, si on parle de production de viande rouge, la traditionnelle blanc-bleu régionale, qui est une race belge à la base, mais qui est quand même produite chez nous, puisque même si elle est originaire de Belgique, on a quand même des blancs-bleus produits dans la région, alors qu'ils sont des bêtes à viande, alors c'est bon à manger, puisque nous, en plus, on sélectionne des animaux des femelles, qui ont fait un veau minimum, qui ont entre 5 et 6 ans. Donc on a si elles ont 5 et 6 ans, elles ont peut-être fait 2 veaux, mais donc des viandes régionales qui ont un goût qui n'est pas très prononcé. Par contre, c'est effectivement, si après vous allez chercher une autre viande qui se fait dans la région, mais qui est plus à la base d'une race laitière, mais qui peut être après être sortie de la production de lait, remise à l'herbage pour être travaillée, par exemple, je parle de la rouge flamande, ouais. On a quand même des viandes qui, concrètement, dans les côtes et à noyau, rhum steak, on peut avoir des choses quand même gustativement très intéressantes. Parce qu'après, sauf erreur de ma part, vous travaillez également le porc en région. En région, on travaille le porc, donc on a un porc qui est élevé dans les Flandres, sur paille, des porcs qui sont finis, des porcs de 15 mois, donc avec... un gras intéressant, un persillé intéressant et un gras intéressant. Et notre petite particularité, c'est que ces porcs-là, nous, on les pose en chambre froide 3 semaines. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont découpés, posés en chambre froide 3 semaines, dans les carrés et dans les poitrines. Donc, dans les poitrines, on arrive à les poser un peu moins de 3 semaines, on fait 15 jours. Mais par contre, on arrive, si vous voulez, sur ces poitrines-là, comme c'est cuit à basse température, et re-snacké après, on arrive à avoir un porc qui a un goût de noisette magnifique. D'accord, parce que pour qu'on nous comprenne bien, toutes les viandes que vous achetez, vous les achetez entières et vous travaillez. Nous, on fait que des carcasses. C'est-à-dire qu'on achète des carcasses. Alors, bien entendu, sur des races un peu comme je parlais de la rouge flamande, on achète plutôt les aloyaux. Donc, l'aloyau, c'est la côte au filet, côte entre côte et rhum steak. Parce que après, dans les arrières, mis à part faire du steak haché, parce que c'est quand même pas des viandes lourdes. Donc il faut avoir la possibilité de passer la quantité de steak haché. Mais sinon, oui, on achète tout en carcasse. Dans les agneaux, par exemple, on rentre des agneaux entiers. Dans les porcs, on rentre des porcs entiers. Oui, on achète Et même dans la volaille aujourd'hui, on en est arrivé à découper les blancs de poulet et les cuisses de poulet chez nous. Donc, parce qu'on veut vraiment savoir ce qu'on vend à nos clients et le produit de base, ce qu'il est.
Alors, il y a une particularité que vous m'aviez glissée à l'oreille en off, qui était de dire notre problématique aujourd'hui pour vendre un poulet ou une volaille, c'est que comme on a des produits qui sont, je vais dire, vrais, j'aime pas le terme, mais vrais, d'un poulet à l'autre, vous n'êtes pas du tout sur les mêmes tarifications au poids. Et du coup, ce qui semble logique, c'est-à-dire que ça vous pénalise dans certaines activités. Oui, là, j'ai eu un petit souci dernièrement par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une volaille qui, si la période se calme, par exemple, on vient de vivre quand même 2 semaines de vacances plus une semaine de pont, qui fait que forcément, y a le boulot se calme. Une volaille qui mange pendant 2 semaines supplémentaires, forcément, elle fait un peu plus de poids. Donc, vous prévoyez de vendre un filet ou un suprême de pintade qui fait 180-200 grammes. Il va faire 250 grammes. Donc ça, c'est difficilement maîtrisable. Ça semble logique, en fait. On n'est pas dans la cuisse chez nous. Donc, c'est... Ouais, tout à fait. Donc, on n'a pas des moules dans lesquels on met un produit et qui fait pile poil au gramme près le poids qu'il devrait faire. Et ça, c'est vraiment... Ce qui est possible sur une terrine, par exemple. Bien sûr, c'est autre chose. Bien sûr, on est dans un plat, mais sur un produit brut, c'est un animal. Un animal, là, j'ai rentré hier matin, on a Laurent Lerivi qui est arrivé du Limousin. Lui, il est à côté de Saint-Céré, à Sex exactement. Donc Cantal, Lot et Corrèze, vraiment les 3 départements, il est en plein milieu. Il m'a ramené une bête hier qui faisait, j'ai eu le bon de peser, 575 kilos. Une limousine, une bête qui avait 7 ans. Le mois passé, il m'en a ramené une qui faisait 520 kilos et le mois d'avant, c'était 620 kilos. Donc tout dépend. Ça, on est dans la conformité. Un humain, il est plus rond, plus gros, plus grand. Et les animaux, c'est la même chose. Alors, ça semble logique. Et c'est d'ailleurs rassurant. On n'est pas dans le paramètre biologique de l'animal. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire quelque chose de paramétré en trafiquant, si vous voulez, les souches, quoi. Alors, ça semble logique, en effet, quand vous nous l'expliquez. Par contre, on a été un peu éduqué sur un calibrage. Des haricots verts en boîte qui font la même taille, des tomates de la même taille, un poulet rôti d'1,2 kg. Exactement. Qui faisait 1,210 kg, 1,190 kg, 1,215 kg. Mais voilà, ça a été vrai. Mais on a aussi, pendant des années, notamment depuis 10 ans, non, mais les 20 années avant les 10 années, là, on a vraiment fait on a tout eu. D'ailleurs, on a eu la vache folle, on a eu le veau, d'abord le veau hormone, la vache folle, les poulets de batterie. Enfin, on a vraiment. Avec les bavières. On est allé très loin dans tout ça, quoi. Donc, et aujourd'hui, je pense que ça, c'est derrière nous. C'est derrière nous parce que la prise de conscience est là. En principe, les gens comprennent aujourd'hui qu'ils doivent bien manger parce que ce qu'on ingurgite, c'est notre corps qui l'ingurgite et notre corps doit recevoir des bonnes choses. La nature fait que on doit la protéger. Donc, la protéger, c'est aussi avoir une culture normale, avoir un élevage normal, avoir un élevage qui ne soit pas intensif, c'est-à-dire d'avoir des bêtes qui puissent avoir autant d'hectares en fonction des animaux, parce que d'abord, il y a le respect de l'animal, il y a le respect du terroir, il y a le respect de la nature, du réchauffement climatique, etc. Parce qu'aujourd'hui, dire que l'élevage de viande réchauffe la nature, c'est un peu court comme explication. Quand on voit les feedlots américains ou les feedlots d'Amérique du Sud, oui, effectivement, on voyait les veaux alignés sur des centaines de mètres et des centaines de mètres, et tous les 50 centimètres avec un système automatique de biberonnage pour leur donner... Oui, là, je suis d'accord que là, ça réchauffe la nature. Nous, dans nos élevages, franchement... Ouais, c'est ce que vous disiez. Alors, vous avez une partie de votre, je vais utiliser le terme sourcing produit qui vient de la région le plus possible, que ce soit pour les légumes, pour la partie traiteur et pour la viande, mais également, vous allez chercher la viande de qualité avec vos années d'expérience. C'est-à-dire qu'on va chercher des viandes dans nos régions, c'est-à-dire que l'agneau, comme j'ai pu souvent dire, la région nord n'est pas une région productrice d'agneaux. C'est la région, la production d'agneaux, c'est le sud-ouest. Donc c'est l'Aveyron, c'est le Lot, c'est voilà. Après, je ne critique pas parce qu'après on a aussi les agneaux de Pré-Salé du Mont-Saint-Michel, mais qui sont tout à fait autre chose. Ce sont des carcasses plus lourdes. On est dans les carcasses de 24 kilos. Nous, nos agneaux, c'est des moins de 6 mois qui font entre 15 et 16,5 kg. Donc vraiment petits. Et en période de Pâques, on va chercher les agneaux dans les Pyrénées. Et là-bas, on est sur des carcasses de 6 kg à 7 kg. Donc c'est tout petit. Voilà. Et après, forcément, moi, une Normande, je vais la chercher en Normandie. Une Gasconne, je vais en Gers. À l'Aïol, je vais chercher des Salers. Voilà. Donc on essaye de respecter les régions en fonction des races, quoi. Et nos abattoirs sont également en région. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une Montbéliarde, elle va être tuée dans l'Est. Elle va pas être tuée en Normandie. Vous la stressez pas, avec le Normand. Moi, j'ai une fois visité un élevage à côté de Soissons. Le gars faisait des aubracs et il me dit venez voir mes aubracs, etc. Et puis finalement, je regarde ces aubracs. Oui, ok, bon, c'était une production tout à fait traditionnelle.
Et il me dit, mais de toute façon, elles sont pas disponibles, elles sont toutes vendues. Ok, bon, je vois pas pourquoi on aurait de venir les voir. Et finalement, ces bêtes-là étaient donc ramassées à côté de Soissons, emmenées en Bretagne pour être abattues, et revenaient ensuite à Reims. Donc, un illogisme total. Au niveau empreinte, alors, souffrance animale, empreinte carbone, il y a la totale, quoi. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, non, on respecte vraiment tout ça. Et puis, c'est fort important, quoi. Ouais, parce qu'il y a un vrai sujet sur Il y a un vrai sujet. De toute façon, on a le L214 aujourd'hui qui se bat là-dessus. Alors, des fois, ils sont très extrémistes dans leurs propos. Ceci dit, quand ils nous montrent un canard ou une volaille qui a été élevée sur un carré de 40 cm et qui n'a jamais bougé de place et qui a reçu de l'alimentation, c'est même pas de l'alimentation, moi, j'estime qu'ils ont raison. Hein, après, qu'on veuille supprimer de la planète la consommation de viande, on est des humains, mais on est des hommes. Et on est aussi des carnivores. Ça, on va pas devenir demain des herbivores. Alors, je pense que ça, justement, là, avec ce que vous évoquez, ça fait écho à votre marque, François Évrard, viande de collection, mais également à ce que vous décrivez de dire mangez moins mais mieux. C'est un peu votre leitmotiv depuis des années. Oui, alors ça a été mon leitmotiv depuis des années, qui s'affirme avec le temps, parce que je pense que on parle de souffrance animale, etc. Donc il y a une prise de conscience quand même du consommateur à ce niveau-là. Et autre chose qui fait qu'aujourd'hui, le prix de la viande étant beaucoup plus élevé, parce que il a pris énormément, on a pris, je disais, dans les agneaux, on est entre 25 et 30%. Donc le prix de la viande fait que les gens n'ont pas forcément les moyens de manger de la viande tous les jours. Donc on en mange 3 fois par semaine au lieu de 7 fois. On dépense la même chose, on fait plaisir à notre corps, on fait plaisir à la nature, on fait plaisir à l'animal parce que on n'est pas dans la surproduction. Et puis, toutes les cases sont cochées. Ouais, ce que vous voulez dire, c'est que, quand on comprend bien, c'est que l'idée, c'est de ne plus manger comme on nous a un petit peu éduqué tous les jours de la viande, mais de ne manger que 3 fois, mais de meilleure qualité. Quand j'étais gamin, la viande, c'était tous les jours. Parce que c'était comme ça, il fallait de la viande dans son assiette. Voilà. Aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, vous prenez 7 € par jour, 3 fois semaine, ça fait 21 €. Vous prenez 3 € 7 fois par semaine, ça fait 21 € quand même. Sauf que vous avez à 7 € manger de la viande de qualité, à 3 € non. C'est ça, c'est ça. Mais ça, du coup, ça fait partie, je dirais, ça fait partie de l'éducation. Il y a un travail à faire, peut-être. Mais il y a un travail à faire. Je pense que de toute façon, nos enfants reproduisent ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous apprenez à vos enfants à manger de la bonne viande et puis à respecter ce genre de choses. Si vous expliquez à vos enfants que plutôt que d'acheter camembert de chez Lactalis, de manger un vrai camembert au lait cru normand, si vous avez tout gamin et expliqué ça à vos enfants, forcément demain ils feront la même chose. Moi j'ai encore le souvenir de la soupe au poireau de ma grand-mère, j'ai encore le souvenir du colin qu'elle faisait le vendredi midi, j'ai encore souvenir de tous ces produits qu'on avait la chance de manger, la livre de beurre de la ferme de chez Jean, enfin tout ça, ça fait partie de notre éducation, donc c'est en nous, quoi. Mais c'est une question de coût à la base, peut-être plus que de... Les coûts, c'est une question d'argent, de marge, de rentabilité. Évidemment, et c'est l'appât du gain, mais vous savez, la ligne blanche peut être vite franchie, quoi. Je parlais tout à l'heure de riz de veau. Moi, je fais des riz de veau, j'achète que des riz de veau français. Aujourd'hui, si je vais chercher des riz de veau en Hollande ou à l'étranger, je vais trouver des riz de veau qui vont faire 20 à 25% moins cher. Et je pourrais très bien tromper mon consommateur en disant non, ce sont des riz de veau français. Voilà. C'est juste une question d'honnêteté et d'éthique. Donc, en effet, il y a en effet ce point-là, et il y a un point sur les plus jeunes, parce que ça passe aussi par la cantine, par les enfants. Il y a peut-être un vrai sujet aussi sur l'éducation. Il y a un sujet sur l'éducation, évidemment, parce que je reviens sur ce que je viens de dire juste avant, c'est que de toute façon, l'éducation alimentaire se fait tout petit. C'est comme le bonjour, le merci et le au revoir. Si on ne fait pas ça tout petit, ça marche, ça fonctionne pas. Donc effectivement, qu'il y a un problème économique dans les écoles, parce que oui, mais aujourd'hui, de vouloir sortir, et je parle des écoles, mais je vais même aller les écoles, c'est les tout petits. Je vais prendre les EHPAD. Si vous voulez sortir un produit à marge, vous achetez votre plat à 3 et vous le vendez 12, vous avez fait un x4. Voilà, ça s'arrête où, quoi. Il est évident que l'EHPAD est un vrai sujet. Moi, j'ai vu des restaurateurs où je revendais une côte à l'os, il fallait absolument faire un x4. Moi, je fais pas un x4 sur la côte. Là, mon agriculteur n'a pas fait un x4. Voilà, quoi. Je veux dire, il faut aussi... je pense que tout le monde doit faire un petit effort pour que ça se passe bien et que la chaîne soit respectée et tout le monde doit gagner sa vie. Ça, c'est une évidence. Une entreprise, ce n'est pas fait pour pas gagner. Parce que d'abord, il faut créer de la richesse pour payer nos salariés, il faut créer de la richesse pour pouvoir se développer, etc. Sauf que vouloir trop gagner, on triche sur la qualité.
Et du coup, il y aurait des choses à mettre en place pour sensibiliser sur cette durabilité ou il faut communiquer. Il faut que... C'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Il faut communiquer, expliquer, parler à nos clients, peut-être avoir des focus sur les différents éleveurs, sur les gens qui produisent des vrais pains dans la région. On est quand même nombreux ici. Je peux les citer. Alex Croquet dans le pain, Romain Olivier dans le fromage, nous dans la viande. Ici on est chez Mère, on prend la gaufre de chez Thierry Landron. Je pense on fait partie d'un groupe de gens qui absolument respectons la qualité des produits et voulons mettre en avant des vraies choses. Après, dans la viande notamment, c'est pas parce qu'on a une belle conformité de viande et qu'on a un produit qui normalement est top, on peut passer à côté, on peut avoir une viande plus ferme parce que pour quelle raison, je ne sais pas, une viande, c'est très très aléatoire, quoi. Mais ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure, on est dans le vivant. On est dans le vivant. On est dans le vivant. La poule ou la volaille, elle va pas faire le même poids que ça. Non, et puis la viande, on prend pas d'attendrisseur pour passer un steak à l'attendrisseur. Donc, moi, je me rappelle avec mon père, on découpait nos bêtes parce qu'on avait nos bêtes à l'herbage. On les laissait 15 jours à 3 semaines en chambre froide avant de commencer à découper. Et le matin, il me disait, tiens, découpe le gîte, donc le gîte qui est un morceau de la cuisse arrière, et coupe un morceau dans le gîte. On mettait un morceau dans le gîte, on le cuisait, on goûtait le gîte, on disait, bon, elle va être bonne, c'est tendre. Voilà, donc, mais c'est aléatoire. Pourtant, on achetait nos bêtes chez Monsieur Ploquin dans le Maine-et-Loire. On ramenait 100 bêtes au cou, on les mettait à l'herbage, etc. Et pourtant, c'était né au même endroit. Mais cependant, d'une bête à l'autre, ça varie. Ouais. Alors, c'est très intéressant ce que vous évoquez là, parce que vous parlez de votre père et donc du coup de la transmission. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup. La transmission, si demain on veut continuer l'histoire, et au-delà de l'histoire, continuer à transmettre le bien manger et le respect des produits, des terroirs, des humains qui produisent tout ça, oui, il faut échanger. Donc nous, dans nos entreprises, dans la mienne en tout cas, c'est un sujet, on parle énormément des produits, les gens sont très proches des éleveurs. Moi, j'ai Laurent Riby qui m'a ramené une bête, je le disais tout à l'heure, mardi, il est arrivé, il était 7h, il a déchargé sa bête parce que lui, il est quand même très fort. De peur que sa bête de A à Z ne soit pas bien livrée, il vient la livrer lui-même. Donc il va la chercher il la fait abattre à Saint-Céré, il la récupère à Saint-Céré, il la charge, il me la ramène à Lille et il repart à Saint-Céré. Donc voilà. Et donc il est arrivé, forcément c'est le petit déjeuner, on discute avec lui, on parle viande, on parle terroir, qu'est-ce que tu as en ce moment, je fais du maïs, etc. Enfin voilà, donc on est vraiment dans l'échange, dans ce côté, on se contente pas de rentrer une bête et puis dire, oui, on découpe une bête, quoi. Il y a toute une histoire derrière tout ça. Et donc cette transmission-là, oui, on la fait chaque jour. Après, c'est les générations qui arrivent et qui doivent continuer à le faire, parce que moi je vais encore le faire pendant quelques années, même voire quelques dizaines d'années, sauf qu'à un moment donné, Et là, il y a un engouement, vous sentez un engouement quand même Oui, il y a un engouement, sauf que quand on reçoit, c'est pas le bon mot, quand des jeunes arrivent chez nous, on se rend compte que dans les écoles, je parle d'écoles de boucherie notamment, il n'y a pas cette transmission de départ, quoi. C'est-à-dire que ils découpent de la viande, mais on leur explique pas d'où ça vient, on leur explique pas toute cette traçabilité, les origines, etc. C'est pas assez marqué pour moi. Ouais, donc on en revient à l'éducation, à la base, au fondement même du métier. Je vais pas dire choquant, mais c'est beau votre façon de parler de la bête et de la souffrance animale. C'est-à-dire que c'est important pour vous, et on sent que c'est important pour vous que la bête ne souffre pas, et on n'a pas le sentiment que ce soit le cas quand on achète parfois de la viande. Donc, après, attention, dans les abattoirs, même dans des très gros abattoirs, moi j'ai visité des abattoirs notamment en Bretagne et en Normandie, des très grosses structures. Aujourd'hui, c'est quand même... c'est bien fait, quoi. Enfin, il y a l'abattage, ça on peut pas l'éviter. Mais bon, je prends dans les agneaux, par exemple, à Gramat, les agneaux arrivent, sont déposés à la bouverie. Donc la bouverie, c'est l'endroit où les animaux sont déposés avant d'être abattus, juste avant l'abattage. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de se rendre compte que, ils arrivent de fermes aux alentours, puisque c'est à 20 et 30 km à la ronde. Ils arrivent, ils sont déchargés, ils sont abattus. Moi, j'ai connu une époque où on déposait, notamment parce qu'on était à l'époque actionnaire à l'abattoir de Saint-Amand-les-Eaux, donc c'était il y a 40 ans de ça. On déposait des animaux des fois la veille au soir pour qu'ils soient abattus le lendemain soir. Donc ça veut dire que les animaux vivaient à l'abattoir pendant une journée complète, quoi. C'est tout. On n'avait pas la conscience de ce que...
Et on n'était pas bon, mais on n'avait pas cette conscience. Aujourd'hui, on a cette conscience. Et grâce aussi à des mouvements un peu extrémistes qui nous ont fait prendre conscience. Donc ça a aussi son importance, bien sûr. Ouais. Hein, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Hein. Et du coup, est-ce que par rapport à cette alimentation durable, est-ce que vous rencontrez encore beaucoup de difficultés, ou est-ce que les choses semblent rentrer dans un processus? De plus en plus, parce que là, cette prise de conscience, elle est de la naissance jusqu'à l'abattage aujourd'hui. Donc on se rend compte que cette prise de conscience est vraiment... voilà. Et puis après, au-delà de ça, il y a quand même aussi des services sanitaires qui font énormément de contrôle dans les structures. Hein. Donc aujourd'hui, on fait plus n'importe quoi. Hein. On fait plus n'importe quoi. Hein. Donc, on est bien dans le... On est quand même dans un pays où c'est très encadré, quoi. Ok. Avant de nous quitter, 3 petites questions rapides. Sucré ou salé? Tout dépend de l'heure de la journée. Je dirais que à cette heure-ci, plutôt sucré, mais sinon, plutôt salé. Ouais. Welsh ou carbonade flamande? Un bon Welsh avec une bonne frite et une bonne mayonnaise maison, c'est quand même pas mal. Et enfin, question piège, gaufre ou merveilleux? Je peux pas dire autrement. Si je suis chez Mère, donc je vais dire gaufre. Merci beaucoup, François Évrard, pour la transparence de vos réponses et votre vision sur votre métier. Et à très bientôt. Merci bien.